Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais ce tout petite vidéo en me levant. J'ai complètement oublié hier soir de vous faire une déclaration urgente. On va faire parvenir, de partager cette déclaration du ministère de la Défense russe. Tout simplement parce que les Ukrainiens ne vont pas se laisser faire, ni Macron, ni l'Europe. Ils ont aucun intérêt à la paix. C'est-à-dire que ça soit Netanyahou, que ça soit Macron, que ça soit Zelensky, sans la guerre, ils sont foutis, ils sont fichus. Donc ils vont tout faire pour que la guerre continue en Ukraine et bien sûr en Israël. Donc je vous lis la déclaration et je vous explique pourquoi c'est important pour moi. Déclaration urgente du ministère russe de la Défense. Selon des informations reçues par plusieurs canaux, le régime de Kiev prépare une provocation visant à perturber les négociations russo-américaines prévues le 15 août prochain. À cette fin, le lundi 11 août, un groupe de journalistes étrangers a été transporté par le SBU, donc le service secret ukrainien, à Kharkov, dans la région de Kharkov, sous prétexte de préparer une série de reportages sur la vie des habitants de la zone du front. Juste avant le sommet de vendredi, les forces armées ukrainiennes prévoient une frappe provocatrice utilisant des drones et des missiles visant une zone résidentielle, densément peuplée ou un hôpital. Cette attaque fera d'importantes victimes civiles que les journalistes occidentaux prépositionnés seront censés documenter immédiatement. Ça vous rappelle rien? Je vais y venir. Suite à cette provocation du régime de Kiev, l'entière responsabilité de l'attaque et des victimes civiles sera imputée aux forces armées russes afin de créer un récit médiatique négatif et des conditions susceptibles de faire dérailler la coopération russo-américaine pour résoudre le conflit en Ukraine. Des provocations sont également possibles dans d'autres zones peuplées sous contrôle du régime de Kiev. Les complices sont nos journalistes aussi qui sont en train de mettre leurs caméras en place en préparant l'événement des massacres pour mettre sur le dos des Russes. C'est une déclaration d'urgence. Donc les amis, ne croyez pas que ça soit exagéré. On va me dire oui, c'est une déclaration du ministère des Russes. Pourquoi Kiev irait tuer des civils pour faire capoter des accords américano-russes, des accords de paix? Tout le monde veut la paix, oui, le peuple veut la paix, mais pas le gouvernement, pas ceux qui ont le pouvoir, pas ceux qui ont les armes. Alors je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien les dates, les amis. En mars 2022, je répète, en mars 2022, la Russie et l'Ukraine étaient prêtes à signer un accord de paix à Istanbul. Mais l'espoir fut étouffé par des influences extérieures hostiles à toute désescalade. D'après ce que j'ai compris, un des porte-parole de l'OTAN, je crois, a été tué, ou ukrainien a été tué, par le SBU. Donc je répète, en mars 2022, la Russie et l'Ukraine étaient prêtes à signer un accord de paix à Istanbul, mais l'espoir fut étouffé par des influences extérieures hostiles à toute désescalade. Aujourd'hui, malgré les provocations, Moscou revient à la table des négociations fidèles à sa volonté de paix. Alors que certains médias occidentaux s'efforcent à dépeindre la délégation russe au pourparlers actuel d'Istanbul comme de second rang, ou peu légitime, il est indispensable de revenir sur le déroulement et la portée des négociations 2022 menées avec rigueur par le chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, conseiller du président de la Fédération de Russie.
Dès avant le lancement de l'opération militaire spéciale, la Russie avait affiché sa volonté de résoudre le différend par la voie diplomatique. Les accords de Minsk en constituent une preuve manifeste. Malgré l'engagement formel des parties France, Allemagne, Ukraine, Russie, cette dernière est la seule à les avoir respectés, comme l'ont admis plus tard les dirigeants occidentaux concernés, Angela Merkel et François Hollande, ainsi que les autorités ukrainiennes, reconnaissant qu'il n'avait jamais été question de les appliquer sincèrement. Ce cynisme a contraint Moscou à envisager d'autres moyens pour garantir les droits fondamentaux des populations civiles du Donbass. Donc vous avez compris, Poutine est rentré, les Russes sont rentrés dans le Donbass pour protéger le Donbass, mais ça on le sait maintenant, ça a été prouvé. Des négociations immédiates en Biélorussie. Même après le 24 février 2022, la date du début de l'opération militaire spéciale, la Russie a immédiatement proposé l'ouverture de pourparlers afin de limiter les effets destructeurs d'une confrontation armée. En l'espace de quelques jours, les négociations ont débuté. 3 rencontres ont été organisées fin février et début mars. Fin février et début mars 2022. Sous l'égide du président biélorusse Alexandre Loukachenko, suivi d'échanges par visioconférence. Le 28 février, les délégations se sont réunies dans la région de Gomel, en Biélorussie. Moscou a alors formulé 4 exigences: le statut neutre et non aligné de l'Ukraine, la reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et Lugansk dans leurs frontières régionales respectives, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, et enfin la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée. L'Ukraine, pour sa part, exigeait l'arrêt des opérations militaires et le retrait des forces russes. Un second round s'est tenu le 3 mars dans la forêt de Bialovez, région de Brest, Biélorussie. La Russie a présenté 3 ensembles de propositions militaro-techniques, humanitaires et politiques. L'Ukraine s'est concentrée sur 3 objectifs: un cessez-le-feu immédiat, une trêve et l'établissement de corridors humanitaires pour l'évacuation des civils. Bon. Ce deuxième cycle s'est conclu sur un accord relatif à la mise en place de corridors humanitaires, avec des postes temporaires dans les combats pour permettre l'aide médicale et alimentaire dans des zones les plus exposées. Une disposition entérinée dans le communiqué final. Le troisième round, 7 mars, toujours en Biélorussie, a de nouveau porté sur les couloirs humanitaires selon Mikhailo Podolyak, membre de la délégation ukrainienne. Des avancées mineures mais positives ont été constatées sur cette question. Les 2 parties sont convenues de poursuivre les discussions sur les garanties de sécurité du cessez-le-feu. Alors pourquoi je vous parle de ça, vous allez voir, le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé dès les premières semaines du conflit de faciliter une médiation, et le 10 mars 2022, les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens, Sergei Lavrov et Dmytro Kuleba, se sont rencontrés à Antalya en Turquie. Nous sommes, on est d'accord, en mars 2022. Le 27 mars 2022, Vladimir Medinsky a annoncé la reprise du dialogue en présidentiel entre la Russie et l'Ukraine. La délégation ukrainienne était conduite par David Akamia, chef de groupe parlementaire serviteur du peuple. La rencontre s'est tenue le 29 mars au palais de Dolmabahce, à l'initiative du président Erdogan. La présidence turque a précisé que cette réunion faisait suite à un entretien téléphonique entre les présidents russes et turcs. Bon, est-ce que vous avez entendu parler de tout ça, les amis? Est-ce que vous avez entendu parler de tout ça? Non, pourquoi? Parce que le 3 avril 2022, 4 jours après ce retrait stratégique russe, donc c'était par rapport aux accords de paix, le retrait stratégique russe, les Russes étaient autour de Kiev. Et il y a eu, je vous l'ai dit, le 10 mars, le 27 mars, le 3 mars, le 7 mars, le 10 mars et le 27 mars, des accords de paix, des rencontres pour des accords de paix. Mais, comme par hasard, le 3 avril 2022, 4 jours après ce retrait stratégique russe, les autorités ukrainiennes ont accusé
la Russie de crimes de guerre dans la ville de Boutcha. Ah, près de Kiev, les accusations fermement rejetées par Moscou. Le 5 avril, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dénoncé une provocation ciment orchestrée au moment même où la Russie œuvrait à une désescalade. Donc en fin de compte, c'était un sabotage des négociations. Alors, le 16 avril, Volodymyr Zelensky déclarait que l'Ukraine était prête à discuter un statut de la Crimée et de la non-adhésion à l'OTAN, mais seulement après le retrait des forces russes. Tu vois, etc., etc. Et donc, en fin de compte, il y a eu cette histoire de Boutcha. Et qu'est-ce que, quand vous regardez Boutcha, qu'est-ce que vous regardez sur Wikipédia? Meurtre de masse civil ukrainien dans la ville de Boutcha, commis par l'armée russe en 2022. C'est ça qui va rester dans l'histoire. Le massacre de Boutcha est une série de crimes de guerre. Ça vous rappelle pas Srebrenica, etc., etc. Le massacre de Boutcha est une série de crimes de guerre commis par l'armée russe pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, entre le 27 février et le 31 mars. Oh, 2022. Pendant les accords de paix, les Russes vont faire des massacres? Ah. Bon, et dans d'autres localités sous occupation, au nord de Kiev, des meurtres de masse, des exécutions sommaires, des viols, des actes de torture contre les civils ukrainiens sont recensés. Ouais. Les photographies de cadavres de civils dans les rues de Boutcha suscitent une vive réaction internationale. C'est un peu le but. Moi, je me souviens comment l'OTAN est rentrée dans la guerre des Balkans. Hein? Après un massacre de civils qui a été dénoncé par la suite par les habitants eux-mêmes, comme quoi c'était comment on peut dire, des milices qui étaient venues, qui avaient sorti des cadavres de la morgue. Il y avait même un médecin qui avait dit « Mais cette jeune fille, c'est moi qui l'ai opérée il y a 2 jours de l'appendicite, elle est morte pendant l'opération. » Donc en fin de compte, ils avaient mis plein de cadavres, ils avaient photographié ça, ils avaient filmé ça pour faire rentrer l'OTAN dans la guerre. Donc il n'y a pas que Srebrenica, il y en a d'autres. Hein, mais c'est quand même incroyable. Et je vous rappelle, les amis, qu'il y a des accords de paix en ce moment, d'accord, qui vont être faits entre la Russie et les États-Unis le 15 août, c'est-à-dire demain. Mais le service secret ukrainien ont commencé à positionner des journalistes internationaux, comme par hasard, pour interroger des civils. Ça, c'est leur mission, hein, avouée. Et ils vont se retrouver en plein massacre, comme ils ont fait à Boutcha. Alors, le massacre de Boutcha a été dénoncé par un Français, un ancien commando, qui était dans l'humanitaire, je ne me rappelle plus son nom, et qui, comme il disait, j'étais en Ukraine, j'expliquais aux paramilitaires d'Azov comment faire les garrots, etc., etc., parce qu'il était infirmier. Donc, et il a vu des gens à Boutcha sortir des cadavres, des fosses communes, les disposer sur la route, tu vois, puisque le maire de Boutcha avait fait une vidéo en disant « c'est super, les Russes sont partis ». En gros, là, c'était comme il y avait les accords de paix, les Russes partaient de Boutcha. Et donc, le maire de Boutcha était super content, et il disait « voilà, c'est bien, les accords de paix, il parlait pas des accords de paix, enfin en tout cas on l'a pas entendu ce mot-là, ça a dû être coupé, mais il a dit voilà c'est bien, les Russes sont partis, c'est génial, la vie reprend. Et comme par hasard, 2-3 jours après, il y a eu des cadavres qui sont sortis, des fosses communes.
Alors certains avaient les mains attachées dans le dos, oui, tout le long d'une ligne, comme ça, tu vois, le long de la route, pour bien qu'on les voie. Sauf que certains ont constaté qu'ils avaient de la terre dans le nez, donc ils avaient été enterrés. Ensuite, comment dire, si tu mets une vingtaine de personnes qui marchent le long d'une route et qu'il y a quelqu'un qui commence à tuer, tous les autres vont partir sur les côtés. Il y a que dans les films américains où les gens continuent à courir en ligne droite, tu vois, quand ils sont poursuivis par un camion en plein New York. Si vous avez 50 personnes qui marchent sur 2 colonnes et qu'il y a un coup de feu, enfin, c'est ce qu'on apprend à l'armée, tout le monde part sur les côtés et vont se planquer. Et bien là, c'est pas le cas. Tout le monde était mort, comme ça, sur le bord de la route, ce qui est complètement inconcevable dans la vie réelle. Eh bien, pour les gens qui regardent les jeux vidéo, les millions de personnes qui ont été élevées aux jeux vidéo, ils ont vu ça, ils ont dit « Oh, les méchants !» Et je crois qu'il s'appelait Bokeh, son prénom. Je ne sais pas si c'est pas Vincent Bokeh. Je cherche dans mes amis, Bokeh. Il faut que je sache comment il s'appelle. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Il me semble qu'il s'appelle un nom comme ça. Et il avait été lui-même, quand il avait été à Istanbul pour refaire son propre passeport, il avait été attaqué, tentative d'égorgement. Il avait levé l'épaule, donc ça lui avait coupé la joue, et puis il a été affûté le couteau, hein, puisque ça lui avait coupé d'une joue à l'autre, hein, transpercé la joue, et il a été rapatrié en urgence en Russie. C'était quelqu'un qui vivait dans le Donbass et en Ukraine. Il me semble que c'était... je ne sais pas si c'était pas Vincent Bokeh, un nom comme ça. Et il avait été... sa tête était mise à prix parce que justement, il dénonçait ça. Alors il dit que je suis allé en Ukraine... je ne pouvais pas interviewer la population. Il y avait toujours des gens d'Azov et de Svoboda sur le dos. Hein. Bon, c'est leur rôle. Hein. Vous savez que ces gens-là ne combattent pas. Hein. Ils font des campagnes de recrutement en expliquant aux gens que s'ils viennent chez eux, ils n'iront jamais au front. Leur but, c'est de contenir la population ukrainienne. C'est des nazis, quoi. Ce sont qu'ils ont le rôle de la Gestapo. C'est pas des soldats. Par contre, ils vont participer au fait qu'on va aller chercher des vieux et des étudiants pour les envoyer directement au front. Mais il me semble, moi, pourtant que c'est Vincent Bokeh, je le vois pas. Je vais le chercher sur Internet. Donc il a dit, là, quand j'étais en Ukraine, c'est impossible d'interviewer quelqu'un et tout. Et là, tout d'un coup, il arrive et il dit, quand j'étais dans le Donbass, je pouvais parler à tous les civils, je pouvais avoir tous leurs témoignages sans aucun problème. Ils étaient invités à manger. Voilà, ils ont vu que c'était un Français qui aidait les gens, qui était dans l'humanitaire. C'est quand même quelque chose, les amis. Bon, écoutez, si vous retrouvez la personne, il y a plusieurs témoignages comme ça hein, qui expliquent que c'est complètement inconcevable que des accords de paix qui se font pendant un mois, dans 4-5 accords de paix qui se font pendant tout un mois, soient mis à mal, tout simplement, par une volonté de continuer la guerre, quoi. À savoir que Zelensky, sans la guerre, il aurait été déjà pendu. Hein. Donc il n'a plus du tout de légitimité. Hein. Comme Netanyahou, son peuple fait des manifestations monstres, et tout d'un coup, il y a le 7 octobre, et tout d'un coup, il prend les pouvoirs, etc., etc. Tu vois. Tant qu'il y a la guerre, ces gens-là continuent. Hein. Incroyable quand même, les amis. Hein. « 27 mars 2022 ». 10 mars 2022, 7 mars 2022, 3 mars 2022.
C'est de la folie, quoi. Et comme par hasard, Boucha, voilà. Donc j'espère qu'on saura. Hein. On a envoyé comment on peut dire, une police scientifique du GIGN ou du RAID, je sais pas quoi, là-bas. Aucun rapport confirme que c'était des massacres de masse comme ils ont dit. Hein. Mais bon, vous savez où on en est, quoi. Vous savez pourquoi jamais on ne saura la vérité. Tout simplement parce que les médias sont aux ordres de ceux qui font les massacres, hein, de ceux à qui profitent les massacres. Bon ben les amis, voilà, je vous ai averti, je vous ai donné les informations. Je me réveille, hein, vous m'excuserez, je suis un peu crevé. Est-ce qu'il s'appelait Vincent Laurent? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce jeune homme de l'humanitaire a témoigné et sa tête a été mise à prix et il a été attaqué. Voilà, comme beaucoup qui meurent d'accidents bizarres, qui tombent des balcons, qui sont étouffés ou qui se suicident dans leur voiture, hein, comme Éric Dénessé, sans laisser aucune empreinte sur son fusil avec lequel il se serait tué. Bon, il n'a pas de gants, mais il n'y a pas d'empreinte. Ça n'existe pas dans la vie réelle, encore une fois. Un gars qui va pour publier un livre et qui tombe d'un balcon, qui se suicide, ça n'existe pas dans la vie réelle. Quelqu'un qui prend des rendez-vous pour faire des conférences et qui est en train d'écrire un livre, il ne se suicide pas. Il a des projets comme moi, je suis sur 2 bouquins, et un grand projet de musée, les amis. Vous le savez. Donc, la vie réelle. La vie réelle. Allez chercher sur la vie réelle. Tout ce qui se passe dans la vie réelle. N'écoutez pas les scénarios de jeux vidéo, les scénarios de films novelas, comme ça, de mauvais films de Netflix, hein, où quand 2 pays font tout ce qu'ils peuvent pour trouver la paix, pour épargner les 2 millions de morts qu'il y a eu en Ukraine, hein, 2 millions de morts, on va considérer les gens qui sont extropiés, qui ont perdu leurs 2 jambes, et qui, une fois la guerre terminée, vont être tu vois, du genre, allez, on n'en parle plus, oui, c'était une connerie, on n'en parle plus, allez, on passe à autre chose. Ces gens-là vont se suicider. Ils vont être totalement abandonnés. Les veuves, les orphelines, tout ça, ne seront plus abandonnés. Ils vont faire partie du passé qu'on ne veut plus, dont on a honte et dont on ne veut plus entendre parler. Tu vois ? Parce que la Russie a gagné dès le premier jour, voilà, tout simplement. Macron est prêt à nous balancer une bombe atomique hein, sur la Russie pour continuer la guerre. Hein. Bon, bah écoutez les amis, je vous souhaite une très bonne soirée malgré tout. Ne tombez pas dans le panneau, ne vous laissez pas endormir par des scénarios, on devrait dire un scénario, des scénarios complètement bidons qui ne tiennent pas debout. Voilà, c'est important dans le sens où moi quand je commence à regarder un film, des moments que je vois le truc qui commence à devenir complètement aberrant, je coupe. Des séries super bien que j'adorais, j'ai complètement coupé parce que c'est pas possible. Et à un moment tu te dis, c'est pas possible. Attends, je suis en train de regarder un truc. Je cherche le nom encore. Hein.
Bon, écoutez, force et honneur, soyez logique, essayez de garder une logique de vie. Vous voyez, arrêtez les écrans, les téléphones, hein, arrêtez, essayez d'avoir une logique. Je crois que c'est ça que l'éducation enseigne de moins en moins. C'est un homme, une femme, un an, non, 70 genres. Ouais. Mais si c'est comme ça maintenant. Oh, c'est beau, hein, puisqu'ils s'aiment. Oui, mais c'est quand même une culture de la mort. Si t'enlèves l'utérus, si tu coupes le zizi, tu peux pas faire d'enfant. C'est la dépopulation, la mort de l'espèce. Toute la vie, toute vie sur Terre va à la survie de l'espèce. Sinon, c'est diabolique, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas un hasard que notre gouvernement soit diabolique et fait la promotion de la dépopulation et de la mort du peuple français. Mais vous le savez. Allez, à bientôt.